humoriste, mais pas que. Bonsoir. Pas que, bien que nous soyons encore loin d'Avril et de ses chocolats, appelle un petit éclaircissement. Et oui, ce soir, mon binôme n'est autre que Monsieur Francis Antirouille du fanzine Underground Investigation. Alors, à toi aussi, enquêteur de l'Underground, je te souhaite le bonsoir. Et toi aussi, mon cher Francis, que j'ai extrêmement plaisir à retrouver en binôme. Mais assez parlé, je te laisse introduire, sans les marrons, notre invité, Guillaume, à qui je souhaite également la bienvenue. Francis? Alors, je suis tout particulièrement, toi j'en bafouille, heureux aujourd'hui, mais à titre privé, de former à nouveau le duo qui fonctionnait si bien dans le passé, hein, et qui faisait pour moi faire une interview, ça devenait un double plaisir. Le premier, celui de parler d'un groupe, de mettre en lumière un groupe, et l'autre plaisir, c'est de partager l'interview avec toi, ma chère ex-consoeur, ou de nouvelle consoeur, Mémé. Donc revoilà le duo La Belle et la Bête. Je suis heureux que cette première interview soit consacrée à ce groupe que je ne connais pas, que je découvre et que du coup j'affectionne désormais. Dans ce monde impitoyable du metal underground, il n'est pas aisé de se faire une place ou un nom. Hein. Pour y parvenir, il faut sortir du lot, par le haut bien sûr. Il faut finir premier de ce parcours du parcours du combattant, et ensuite tout n'est pas rose non plus. Hein. Il faut proposer des concours du commun, accrocheuses au possible. C'est encore plus difficile dans un registre où tout semble avoir été dit dans le passé, et tu ne me contrediras pas, c'est le thrash metal. Un groupe parvient aujourd'hui en 2025, enfin en 2024 pour cet album, c'est vous, Arcania. Alors je reviendrai plus tard sur le contenu de l'album, hein, on va parler évidemment de cet album, et pourquoi à mes yeux vous êtes au sommet de ce thrash metal un peu mélo underground. Mais je voudrais revenir sur ce dernier album, j'en bafouille, Lost Generation. 10 ans pour y parvenir. 10 ans semés d'embûches, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des gros soucis? Oui, alors merci à tous les deux de cet accueil, hein, La Belle et la Bête. Hein. Content que le hasard fait bien les choses et puisse vous réunir pour une interview. C'est génial, merci à vous. Alors oui, 10 ans assez compliqués, semés d'embûches, de désillusions, de joie aussi, parce qu'on a eu quand même pas mal de choses. En fait, quand on a sorti Drums Are Dead, l'ancien album qui est sorti en 2014, en fait, on a pas mal été repérés, on a fait des belles tournées, on a fait des premières parties de Testament, on a tourné en Europe avec Exodus. Et tout ça parce que nous avions été un des coups de cœur de John Zazula. John Zazula, qui est le père du thrash metal en tant que manager, qui était le premier manager de Metallica, qui avait fait Anthrax quasiment jusqu'à la fin de sa vie, qui avait relancé en fait une boîte de prod avec Chuck Billy de Testament et Maria Ferrero, qui était l'agent de promotion en fait de tous ces groupes de thrash. Donc il y a eu une émulation, et puis on a fait quand même pas mal de belles choses à ce moment-là. Et il s'est mis en tête de nous filer un coup de main pour signer sur des grosses majors. On a fait des ébauches et des pré-prod en fait de Lost Generation. Déjà, on avait 4 titres à l'époque. On a bossé avec les mecs de Venom en fait pour le son, aussi bien avec notre studio avec qui on travaille depuis 15 ans maintenant, et eux nous ont filé un coup de main aussi. Mais ça n'a jamais trop rien donné, notamment aux États-Unis. On a eu une très belle proposition de Atomic Fire, donc qui était la nouvelle antichambre de Nuclear Blast Europe. Et ils nous ont envoyé en studio, et au final, l'argent était sur la table. Hein. Mais ils ont changé d'avis au dernier moment, donc ça nous a encore fait perdre de temps. Là, on est période Covid. Donc forcément, Covid, on a fait 2-3 choses. On a fait un concert avec un orchestre. On a sorti quelques morceaux, singles par-ci par-là, en fait, histoire de garder de l'actualité. On jouait toujours, on pouvait en fait en live d'un côté comme de l'autre.
Mais en fait, il a fallu prendre des décisions de savoir, on fait quoi? Est-ce qu'on le sort quand même, cet album? Est-ce que on le sort avec qui? Quoi? Comment? Donc, on a relancé des démarches, en fait, d'essayer de trouver un deal intéressant. Et ça nous a pas, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc, en fait, il a fallu prendre une décision. L'album était là, l'artwork était là, tout était prêt, en fait, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a sorti là en 2024 avec notre réseau, l'aide des copains, des connaissances, et puis voilà, là où on en est, quoi. Ça ne mine pas le moral quand c'est comme ça, quand c'est vraiment, comme nous disait Francis, accoucher dans la douleur, quand en plus on part avec de très très belles propositions et qu'en fin de compte on voit qu'à chaque fois ça descend. Enfin, ça descend pas en qualité, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça, c'est à chaque fois, c'est un saut de puce pour dire oui c'est bien, et ben non il y aura pas. Ah bah tiens on est repéré, et ben non au final ce sera pas. Comment on gère ça? C'est dur, hein. C'est dur. Ça a été un petit peu l'histoire de ce groupe. Ça fait 25 ans qu'on existe maintenant. Ouais, C'était notre groupe de garage. On avait 13-14 ans quand on l'a créé. On n'aurait jamais imaginé un cinquième d'arriver là où on en est maintenant. Mais oui, si, on s'est souvent posé la question, on fait quoi? On continue pas. On aime faire de la musique, on aime ce qu'on fait. On a eu ces belles preuves-là que Chuck Billy, que les mecs d'Exodus, que John Zazula, Cyril, il l'avait quasiment au téléphone une fois par mois, quoi. C'était pas juste un petit coup de cœur par-ci par-là. C'est qu'il croyait vraiment au truc. Donc on se dit, il y a quelque chose, quoi. Donc on s'est souvent posé la question. C'est même pour ça que des fois, il y a des périodes où, après, il y a le travail de chacun, il y a la vie de famille de tous, en fait, qui fait que quand il y a un peu moins d'actualité, on fait en sorte que on garde ça dans un coin de tête, on continue à travailler dans l'ombre, mais au final, ça aboutit pas, et puis on maintient le truc, quoi. Ouais, sacré yo-yo émotionnel quand même. Ah oui, ça c'est clair. Il y a eu des fois où vous avez eu envie vraiment de jeter l'éponge? Ouais. Alors, l'intérêt, l'avantage, on se connaît tous très bien, on est des potes. Cyril, on joue ensemble depuis le début du groupe, donc c'est-à-dire 25 ans, on se connaît depuis qu'on est gamin. De toute façon, c'est comme dans un couple, mais Olivier, tu vois, le batteur, est arrivé en 2006, 2007, donc ça fait un sacré beaucoup de temps. Et Nicolas, notre guitariste, nous a rejoint officiellement, ce qui faisait de la session. Avant, c'était Nicolas Alberni de Gorge. Ouais, on va en parler petit à petit juste après. Ok. Donc sans spolier, juste pour dire que, en fait, quand il y a un coup de mou, c'est jamais tous ensemble. Donc il y en a toujours un pour essayer de créer une émulation, bosser comme je le disais dans l'ombre, et puis en fait maintenir le truc en se disant voilà, j'y crois. Puis quand celui-ci il a un coup de mou, c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, quoi. Ouais. D'accord. Prenons un petit peu le temps d'un retour aux origines. On va commencer par la création. Tu parlais de 25 ans, donc on est en 1999 et Arcania n'existait pas encore. Par contre, existait Silver Skull. Alors, ça c'est une information relativement erronée. Ah, merde. Non, pas de souci. Je suis fortiche dans les fake news, moi, c'est nickel. En fait, on s'est très vite appelé Arcania, pour ne pas dire quasiment tout de suite. En fait, Silver Skull, ça a fait partie de la longue liste de noms qu'on avait sélectionnés, en fait. Tu vois, on avait 13-14 ans, hein, donc voilà, c'est des trucs de gamin. Voilà, on avait fait toute une liste, et puis Silver Skull en faisait partie. En fait, on s'est jamais officiellement appelé comme ça, et Arcania est venu en tête de liste quasiment tout de suite, quoi. Mais alors, comment ça se fait que c'est arrivé, par exemple, sur Metal Archive ou ce genre de choses? Je sais pas. Est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé, tu vois, une fois dans une interview il y a 10 ans, il y a 15 ans, et puis juste. Eh ben ça y est, maintenant il y a cette interview qui va remettre un petit peu. Yes. Ah, ils ont reparlé de Silver Skull. Ok. Donc d'accord. Non, on s'est appelé Arcania tout de suite. D'accord. Certains pouvaient penser que vous avez fait les choses à l'envers, dans le sens où, après 2 démos, on s'attend à quoi? On s'attend à un EP, on s'attend éventuellement à un album. Mais non, vous claquez un album live. Pourquoi une telle démarche? Après, à côté de ça, je
trouve ça bien parce que justement, ça montre que vous êtes d'abord dans le fait de jouer. Mais pourquoi avoir d'abord claqué un album live? Alors, encore une fois, là, on est gamin, hein. Ouais, là, on a 17 ans. Le Ah truc, oui, Oui. ça ne nous rajeunit pas, Francis. Non, Avant non. de se prendre une taf, là. ouais, à cette époque-là, ouais, en fait, les 2 démos ont été faits quasiment dans la foulée. Donc, je vais dire 2000-2001 ou 2001-2002. J'ai plus ça en tête. En fait, on parlait des embûches d'un groupe. Une des plus grosses embûches et tuiles qu'on a eues, notre batteur est décédé à cette période-là. Mm. Il est décédé en 2003 d'un accident de moto. Et en fait, on Donc très bossait jeune. déjà avec la... Ouais, il avait 16 ans. On travaillait déjà en partenariat avec la salle de concert d'Angers, qui s'appelle le Shabada. Et en fait, ils nous ont proposé un live, en fait, en hommage euh, à Gabriel, à Gabi. D'accord. Donc, en fait, c'est pour ça, on a enregistré ce live et on l'a sorti. Mais encore une fois, à cette période-là, nous, on avait des rêves de gamins, mais on rayonnait que dans notre petite ville et notre village, en fait, quoi. C'est tout. Donc, on voyait pas au-delà de 2 démos. Et puis, bah oui, là, il y a un live hommage. Et puis, bon, on l'a jamais fait presser, en fait. C'est des trucs qui étaient gravés et puis photocopiés à l'époque, comme on faisait dans les années 2000, quoi. Oui, mais quelque part, ça existe quand même. Oui, ah oui, Enfin, même complètement. si on ne le trouve pas, effectivement, si on cherche dans Bandcamp ou ce genre de choses, on va pas, ou Spotify, on va pas les trouver. C'était déjà des compositions à vous? Ouais. Ouais, Ah, carrément. je trouve que pour 17 ans, enfin, tu vois, ça En a fait, déjà de la gueule, quoi. on a dû faire la première année en fait de reprise. On a appris à jouer de nos instruments. Là, c'est ouais, copain, on fait un groupe. T'écoutes du Metallica, t'écoutes du Slayer, t'écoutes du Iceders, du Pantera, tout ce que tu veux. On fait un groupe. Personne sait jouer en fait, quoi. On achète nos instruments et puis on a appris sur le tas en fait. Mais on a fait quelques reprises, notamment de Metallica, un peu de Slayer. Et on est très 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 vite passé à quasiment un an plus tard aux compos, quoi. Donc en fait les 2 premières démos ne sont que des compos et le live ne sont que des compos aussi, quoi. Du coup, quand on voit que Cyril, qui est le chanteur, est aussi le seul membre avec toi à être là depuis le départ, si lui, il avait 17 ans, est-ce qu'il avait déjà cette même voix qu'il a à l'heure actuelle, ou elle a changé au fil du temps? Bah, tout comme toi, je suppose qu'à la basse, ton jeu de basse a vachement évolué également. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'était sensiblement pareil. Après, à l'époque, on était vraiment trash old school. On était sur cette période où bah, il y en avait quasiment que pour le néo-metal, ce qui était vraiment pas notre cam, même pour notre âge, parce que les métalleux en fait de notre ville avec qui on traînait, c'était du Korn, du Cold Chamber, Slipknot et tout ça. C'était pas du tout notre cam, mais nous on était fans de Testament, Exodus, Metallica et tout ça. Donc en fait, les premières démos sont vraiment trash old school. On avait déjà ce côté un petit peu mélodique qu'on essaye de garder encore maintenant. Mais la voix les instruments n'étaient pas autant travaillés que maintenant. C'est-à-dire que les voix, maintenant, elles sont doublées, il y a plein d'harmonisation, il y a plein d'harmonies. Euh, on voit bien sûr beaucoup plus large. Même chose pour la basse, même chose pour la guitare. En fait, maintenant, forcément, en 25 ans, notre jeu a évolué, notre écoute, notre technique, tout ce que tu veux, en fait, a évolué. Et heureusement. Enfin, j'imaginais la voix en train de muer, en fait. Forcément un peu, quoi. Forcément un peu. Mais là, il n'y aura rien pour le savoir, à moins qu'il y ait des personnes qui, sous le manteau, viennent vendre les démos ou le fameux album live. Un des trucs qui nous a fait perdre du temps là pendant ces 10 ans, c'est que justement, on avait commencé à les réenregistrer avec notre son, notre raccordage de maintenant, avec notre technique de maintenant, nos arrangements et tout ça. Et c'est passé un peu à la trappe puisque en fait, on a eu d'autres propositions pour le nouvel album, donc en fait, on a laissé ça complètement de côté. Donc, il y a plein de trucs en fait, il y a des enregistrements et des possibilités de sortie, on en a longue comme mon bras en fait, quoi. Là, tu parlais de trash old school. Enfin, pour moi, c'est pas du old school puisque j'y étais en direct live.
Mais là, votre trash, quand même, là, vous avez bien évolué, puisque là, il est teinté de. Moi, j'ai entendu Death Mellow, j'ai entendu du Heavy, même Mellow, si on veut. Vous nous baladez entre rythmique acérée, mélodie hyper contagieuse, et sur fond de mélancolie de gojiresque, si je peux me permettre. Hein. Il y a pas mal de mélancolie à la Gojira, comme sur Matter of Time, par exemple. Hein. Ce qui fait de vous, on va dire, un groupe de trash mélo moderne. Hein. D'où tirez-vous cette diversité musicale, vos influences? Je viens de comprendre, c'est dans le old school, mais comment en êtes-vous arrivé là à me faire un trash comme ça? Magnifique En, d'ailleurs. en fait, pas que sur ces influences-là, parce qu'on écoute vraiment tous des trucs complètement différents. Ah, ok. On a cette base qui est commune, qui est le trash old school, ça c'est sûr. Mais en fait, on va tous écouter des choses complètement différentes. Et donc, c'est essentiellement Cyril qui compose, mais on était déjà conscient, tu vois, à l'époque, que le trash, quasiment tout avait été fait en fait. Et Voilà. à cette époque-là, même quand on a sorti Sweet Angel Dust en 2009-2010, le revival trash comme Municipal Waste et consorts, en fait, n'existait pas du tout. Donc on était déjà conscient que justement ce qui avait été fait dans les années 80-90, c'était déjà dépassé. Donc on a essayé de faire aussi un truc qui nous ressemblait à nous, qu'on aime malgré tout en fait les groupes qui sont en rentre dedans mais qui ont de la mélodie. Et on a toujours, ce que je disais tout à l'heure, en fait, toujours essayé de garder un aspect mélodique et en fait, forcément, en fonction des ambiances, même si c'est pas forcément des trucs qu'on écoute, c'est ce qui ressort en fait. D'accord. Est-ce que c'est vous insulter si je vous dis que il y a quand même pas mal de Metallica quand même dans cet album? Metallica, parce que j'y entends, moi, les deux périodes de ce groupe, l'avant Metallica et l'après Black Album. J'entends vraiment des influences Metallica. Je suis bon ou je m'en Ah, vais? t'es bon? Ou je m'en T'es vais tout bon? de suite? Non, non. On nous le dit quand même depuis pas mal de temps. Ouais, mais c'est pas ce qui me saute aux yeux tout de suite. Mais bon, ouais. Ouais. Donc, c'est Et bon. en fait, oui. Alors, je t'avouerais que moi, Metallica, ça n'a jamais été pas trop ma came. Si, j'adore. J'adore la première période, mais en fait, les gars sont tellement fans que ça m'en a gonflé aussi. Parce que je m'en suis bouffé à tire-larigot avec eux. Moi, j'étais plus Team Pantera et Slayer. Ah. Voilà. Je suis un inconditionnel de Pantera. Et puis, mais voilà. Et oui, ça, j'entends qu'on puisse entendre justement reconnaître un peu du Metallica là-dedans. Après, inconsciemment, en fait, ils en ont tellement joué que je pense que c'est dans leur jeu. Après, j'ai pas l'impression que ça soit trop plagié non plus. On Non, entend. je vais y venir. Non, pas du tout. On parle pas du tout de plagiat, hein, Non, loin de là. Hein. non, loin de Mais là. Oui. d'ailleurs, que ce soit les chroniqueurs ou que ce soit même vous-même dans les descriptions sur les plateformes Spotify, Bandcamp ou ce genre de choses, vous mettez en avant d'ailleurs que ce soit Metallica, que ce soit Machine Head, Gojira, mais aussi le groove à la Pantera. Et c'est vrai que Ah oui. votre musique, elle groove vachement, ça s'entend énormément. C'était votre identité, votre volonté de départ, votre cahier des charges justement, d'essayer d'avoir ces influences-là ou non? Du tout, Non, c'est comme tu disais, c'est tellement imprégné finalement dans votre jeu que ça crache comme ça. c'est exactement ça en fait. Je t'avouerais que on se donne pas de cahier des charges. En fait, on D'accord. a juste envie de créer quelque chose qui nous ressemble, et c'est ce qui émane de ça. Donc même le cahier des charges de dire trash old school, pardon, trash mélodique, c'est même pas ça. C'est à la Non, limite, vous non, pourriez non, non. même basculer dans tout à fait d'autres choses. Peu vous importe du moment que vous faites ce que vous Ouais. avez envie de faire. Mhm. C'est ça, c'est ça. Et en fait, forcément, on a une culture qui est consciente ou inconsciente, donc forcément, c'est ce qui en ressort. Mais au final, on essaye d'apporter chacun en fait notre truc. On a un mode de fonctionnement qui est un peu, j'allais dire particulier. Non, en fait, c'est Cyril qui compose quasiment tout. D'accord. Et en fait, il fonctionne par mélodie. Et tout va émaner d'une mélodie. C'est-à-dire qu'il a une mélodie en tête, un soir. Si elle est encore là le lendemain matin, c'est que c'est une bonne mélodie. C'est qu'elle lui est restée dans la tête. Si elle ne l'est pas, il la met à la poubelle.
Et en fait, il fonctionne comme ça. Et une fois qu'il a sa mélodie, il a juste à agrémenter en fait autour en fait de ce qu'il va pouvoir faire évoluer de cette mélodie-là. Et après, chacun, donc en fait, il nous envoie un morceau qui, selon lui, est fini. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tous les arrangements de guitare, il y a un semblant de batterie, un semblant de basse, du chant de temps en temps, ça dépend. Et puis après, on va foutre notre patte en fait sur cette ossature lourde qui est déjà construite, quoi. D'accord. Mais quand on entend certaines mises en place, enfin, c'est quand même du costaud. Donc il y a quand même vraiment des choses. Enfin, on sent bien que c'est pas qu'une personne qui travaille, que c'est vraiment tout le monde. Et en plus, On le fait ensemble, mais excuse-moi, mais en fait, on sait à peu près. Après, il y a des trucs qui évoluent en studio, mais en fait, l'ossature lourde, c'est qu'on a déjà en fait pas mal de choses et qu'on je vulgarise un petit peu en disant que il agrémente juste sa mélodie, mais en fait, ça va être le fil rouge, la mélodie. Mais en fait, du coup, il y a ces rythmiques trash où ce qui peut agrémenter ce passage-là, en fait, même si c'est très trash avec plein de guitares et tout ça, il y a souvent des mises en place et ça, c'est ce qu'on travaille aussi autant en répète qu'en studio. d'accord. Mais donc du coup, si je comprends bien, lui, il fonctionne par à-coup de mélodie. Mhm. Et quand il a plusieurs mélodies comme ça qui arrivent, il fait un album. Il n'y a pas à la base un fil rouge qui pourrait tendre justement un album. Et on en reviendra tout à l'heure sur Lost Generation, parce que j'ai une petite question justement sur le sujet. Mais qu'est-ce qui prime en premier? Est-ce que ce sont d'abord les compositions et après on essaie de trouver le lien qui les relie? Enfin, là, je suppose que c'est vous tous, ou est-ce que c'est d'abord le lien, tiens, cette idée-là, elle me plaît bien, et puis inconsciemment, les mélodies vont venir et on va les faire tourner autour. On n'était pas trop fan en fait des albums concept entre guillemets. Et Lost Generation, on a ce fil rouge de cette mélodie du départ. On la retrouve plusieurs fois en fait dans l'album, sans pour autant que ça soit un concept. Mais il y a des morceaux dedans qui n'ont vraiment rien à voir en fait. On va pas chercher à ce qu'il y ait forcément un lien, peut-être le thème et encore, mais la musique prime dans tous les cas. D'accord, Ouais, elle primera quoi qu'il arrive. Et d'accord. avoir un morceau, on essaye d'avoir aussi tu vois, des ambiances relativement variées, avec des morceaux plutôt ambiants, des plutôt longs qui s'étendent extrêmement. On parlait de style tout à l'heure, nous on aimait bien une appellation qu'on nous avait donnée qui était du trash progressif. Le fait que en fait ça soit des morceaux très longs et en fait qui évoluent en fait sur 9 ou 10 minutes. On aimait bien ça aussi. Mais dans tous les cas, on cherche pas spécialement un fil rouge. Il y en a un ici, juste une mélodie en fait qui est récurrente sur certains morceaux et qui débutera et qui finira l'album, mais c'est tout en fait. D'accord. D'accord. Et justement, étant donné que je t'ai vu en tant que musicien session sur d'autres groupes et notamment du black metal, je sais que Nico, le guitariste, aussi, parce que j'ai déjà vu aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, Arcania soit beaucoup plus teinté de black metal? Non. Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Là, c'était du hasard pour moi, entre guillemets, de jouer avec les copains de Monoreich, parce qu'on avait joué ensemble, et puis, en fait, j'aime jouer. Et ni plus ni moins que ça, j'aime jouer, et puis, s'il y a besoin, j'aime bien filer des coups de main. Je suis pas trop black metal. Je vais avoir quelques grands noms, en fait, qui vont attirer mon oreille, mais c'est pas forcément ce que j'écouterais en prime abord. Je suis plutôt death D'accord. que black. Après, c'est juste le plaisir de jouer. Et puis Nico, c'est pareil aussi. Il joue dans des groupes de rock and roll. Il fait pas mal de choses. Il fait pas mal de sessions. Donc en fait, il aime le black metal, ça c'est clair. Mais comme on n'est pas compositeurs principaux du groupe, et ça c'est un truc que Cyril n'aime pas. Olivier, notre batteur, est très fan de black metal. Mais en fait, c'est pas notre entité. Si on faisait un projet black metal, on serait vraiment sur un autre nom, limite d'autres membres ou des rajouts, mais en fait, ça serait pas nous. Ça, c'est clair et net. Mais tu pourrais pas exclure de mettre des petites influences black peut-être dans vos... Là, on entend du death mellow, comme je disais tout à l'heure, du heavy mellow. Toi, ce serait incompatible de mettre des petites touches de black dans ton projet?
On a, Ah, on a, on a 2-3 riffs dans cet album-là qui sonnent un petit peu black. Et Ah. c'est des petites bribes, hein, en fait, quoi. C'est des petits passages de une fraction de seconde, 2 secondes, en fait, mais ça sera pas spécialement notre délire, quoi. D'accord. Mm. Ok. Allez, revenons sur l'histoire du groupe. Il faudra attendre donc 2005. Rappelons que le groupe est fondé en 99, enfin, même si c'était déjà avant de ce que tu disais, pour avoir un premier EP éponyme de 4 titres. 4 titres, 6 ans, pendant lesquels vous avez fait quoi? Changement de Mais en line-up. fait, vous êtes Changement de line-up. long Ah ouais. entre Ah, c'est les ça. trucs. Là, pour remettre dans le bain, on est fin de lycée. Donc en fait, il y en a qui partent pour leurs études. On n'a plus forcément non plus les comment on appelle ça, les mêmes aspirations musicales non plus, Ouais. d'investissement et dans le groupe. Donc forcément, en fait, trouver les bons membres en fait qui puissent nous correspondre aussi bien humainement parce qu'on a envie de rester des potes et puis on a envie que ça reste un plaisir de ouf et trouver des gens en fait qui nous correspondent musicalement, bah, du coup forcément ça court pas spécialement les rues non plus, donc il y a des gaps. Et encore une fois, en fait, dans ces moments-là, on fout pas rien en fait, quoi. On enregistre des pré-prod, on essaye des trucs, on bosse beaucoup et il y a rien qui émane de ça, mais on reste quand même actif, quoi. Mais c'est vrai que je n'avais pas tilté que vous aviez 17 ans, que vous étiez Oui, à cette époque. c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est ce que Tu j'allais peux pas dire. forcément, on n'aurait pas posé la question. Bah oui, C'est le forcément, truc vous que avez j'arrive d'autres. pas- Il y a c'est le les truc que filles, j'arrive il y a les mais études. Bah oui, bah, justement, c'est le truc que j'arrive pas à imprimer. Alors, je vais rester sur cette EP Arcania. Il y a quelque chose que j'affectionne tout particulièrement dans l'underground français, ce sont les chants en français. ah, ouais. Vous aviez 2 titres en français. Et puis là, depuis, je regarde tout et c'est tout, fini, le néant. Pourquoi? Très bonne question. Justement, c'est peut-être à cette période-là où on a essayé de voir un peu plus grand et puis faire en fait ce que faisaient tous les autres. Le chant en français était assez mal vu aussi à l'époque. Il y avait très très peu de groupes qui le faisaient. C'est peu, je suis d'accord avec toi. Ouais. 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 On s'est souvent posé la question, c'est des réflexions qu'on a eues avec Zazula aussi, ça. Hein. Justement, il voulait qu'on fasse un EP juste en français, ou au moins 1 ou 2 morceaux en fait pour élargir un peu le truc. On s'est posé la question pour Lost Generation, est-ce qu'on le fait totalement en français, est-ce qu'on fait des morceaux en français? Ouais. Je cache pas qu'il y a sûrement 1 ou 2 morceaux qui devraient être repris en français là dans pas longtemps. On va peut-être essayer, pas essayer, parce qu'on a déjà ça sous le coude, mais en fait, on y pense sérieusement de ressortir 1 ou 2 qui sont de cet album-là, mais en version française. D'accord. D'accord. Bah, c'est vrai qu'à cette époque-là, le français n'avait pas forcément la cote. Il y avait, alors Non. pas dans le trash, mais il y avait Misanthrope qui chantait en français, même s'il avait toujours la version. Et je vois que dans le black maintenant, ça revient le français, Mhm. mais Non. Oui. c'est pas encore toujours bien perçu par tout le monde non plus. Mais c'est vrai que Non. moi, tu vois, j'aime beaucoup parce qu'en fait, je suis tellement une bille en anglais que je trouve que quand je comprends les paroles, ben ça rajoute vraiment des choses. Donc je suppose que c'est Cyril qui écrit aussi qui Ouais. compose, ouais, qui écrit les paroles. En fait, on avait cette réflexion-là. D'une part, à l'époque, je crois que Gojira n'avait pas explosé. En fait, les projecteurs avaient vraiment du mal à être sur la France en termes de trash ou même de métal. Misanthrope, c'était anecdotique. Et Ah oui. eux, ils ont fait leur carrière là-dessus. Et Philippe, il se démerde carrément bien là-dessus. En fait, c'était notre réflexion à nous, avec Cyril. C'est extrêmement compliqué, en fait, de sonner bien en français. C'est une langue qui est un peu moins chantante que Ouais. l'anglais, où on a l'habitude. Alors, il y a ce côté-là où il y a une partie du public qui vont pas comprendre en fait ce qui est raconté, et puis au final, c'est très bien et on va s'accrocher. Bah, c'est très bien. Excuse-moi, mais c'est très bien en fait sur le fait qu'on va s'accrocher en fait à la mélodie ou en fait Oui, euh, à la à la musicalité en musicalité. fait. C'est ça. Mais justement, en fait, c'est la réflexion, et c'est pour ça que on aimerait bien tester quand même de le faire un petit peu en français, justement, mais d'écrire des beaux textes Mm. qui sont musicaux malgré tout, quoi.
Ouais, mais tu as raison, rendre bien dans ton registre, c'est pas évident. Dans le black, ça passe super bien, le death metal, ça passe bien, mais c'est vrai que dans le trash, enfin, votre registre, oui, c'est un peu plus Et, difficile. Ouais. et pourquoi pas? Mais effectivement, tout est dans l'écriture, le choix des mots, et puis aussi des textes. C'est vrai que quand on lit parfois certains textes dans le death et qu'on le traduit, je te pisse à la gueule. Enfin, Ouais. oui, effectivement, ça sonne pas la même chose, et je préfère autant écouter. La Je préfère musicalité autant ou le écouter rythme. la musicalité de l'anglais que d'avoir la portée en plus de la signification de ce que c'est. Parce que, enfin, oui, après, il y a la provoque, mais bon, la provoque est provoque, quoi. Oui, c'est Et ça. je pense qu'effectivement, quand il y a enfin, on peut même utiliser des mots crus. Tu vois, là, je vois Berléal qui utilise des mots crus, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené que, ben, tu fais, mais oui, mais bien sûr. Et donc, tu as une forme de musicalité, mais tu as en plus tout le poids de ce français qui arrive et qui fait, ah putain, ah ouais, ok. Il y a le second effet qui se coule, qui est s'arrêter après sur les paroles. D'abord, effectivement, tu écoutes d'abord la musique, et après, ben, tu es plus sur la portée des paroles, et ça rajoute encore quelque chose, et là, C'est tu ça, fais magique. carrément ça. Où tu as des bons paroliers, Ouais. et puis où tu en as des qui sont un peu moins bons, et ça rend le côté cheap. Il y a des fois, ça peut casser aussi, hein, parce que rien que la Oui. voix, en fait, peut rebuter dans différents styles, hein. On peut comprendre que la voix dans le death metal ou le black metal ou qu'on sort, en fait, peut rebuter, en fait, le côté intéressant de la musique. Mais en plus de ça, si on comprend les paroles et puis en fait, ça gâche tout, c'est chier, quoi. Mm. 2 ans plus tard, donc plus de 10 ans après la création, vient le premier album, Sweet Angel Dust. Donc là, le line-up a changé de moitié. On trouve désormais Olivier Chéré, qui est toujours là à l'heure actuelle à la batterie, et Nicolas Alberni, qui lui sera remplacé 2 ans plus tard par Nico Lebellec. Entre la batterie et la guitare lead, il y a eu quand même pas mal de mouvements. Alors, est-ce à dire, Guillaume, que toi, Guillaume, avec Cyril, vous avez des caractères de cochon? Sûrement, ça c'est sûr. Non, 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 mais je pense qu'on savait ce qu'on voulait et de la manière dont on le voulait, sans pour autant, après c'est subjectif, hein, c'est difficile mais non, je pense pas. Mais peut-être pas les mêmes aspérités, en fait, de vouloir aller de l'avant, de vouloir tout mettre, en fait, en œuvre pour, faire avancer ce groupe. Et puis justement, tu l'as dit, bah, à cette époque-là, vingtaine d'années, il y a les filles, il y a les études, il y a plein de trucs, et puis, est-ce qu'on a envie de passer notre temps avec les filles ou est-ce qu'on a envie de passer notre temps à faire de la musique et non, mais Je ne je pense saurais pas pas. répondre à cette question. J'hésite, Moi non plus. j'hésite. C'est compliqué quand on est justement un groupe de copains comme ça, un groupe de garage, comme tu disais à la base, ben, de voir les copains partir et de devoir intégrer de nouvelles personnes. On voit bien dans tout groupe enfin, tu vois, moi dans mon boulot, il y a des groupes de bénévoles, etc. Ben, c'est vrai que quand les gens s'entendent bien, quand il faut faire entrer de nouvelles personnes, ben, parfois c'est un petit peu compliqué. On reste un petit peu fermé et centré sur soi. Est-ce que c'est compliqué justement de s'ouvrir à de nouvelles personnes? Est-ce que ça peut être ça aussi qui a fait que ben, c'était peut-être plus compliqué, qu'il y a quand même eu pas mal de changements? J'ai pas l'impression. Je suis quelqu'un, qui est assez bavard et puis, qui aime bien rencontrer plein de nouvelles personnes et qui aime bien discuter, donc j'ai pas l'impression que dans, ouais, l'intégration et puis ce qu'on peut effectuer avec le groupe, on soit comme ça. J'ai pas non. On est des mecs plutôt sympas, on aime faire la fête, on aime rigoler, on aime boire des coups et puis c'est tout, donc non. Après, forcément pour le line-up et les «séparations» entre guillemets qu'il peut y avoir, c'est comme dans un couple, hein, c'est un couple à 4 personnes et puis, il y a des tensions, il y a des désaccords et des fois, on arrive à mettre la main dessus et puis à faire évoluer les choses et puis d'autres fois non, et puis comme ça, quoi. D'ailleurs, il y a une des personnes qui était présent, non, je dis peut-être des bêtises,
C'est Johan. Si, c'est ça, c'est Johan Bio, qui n'était plus musicalement présent, mais qui était là sur le P, non? C'est ça? Mais par contre, lui, il était là sur l'artwork. Ouais, c'est ça. On a continué à travailler un peu avec lui sur l'artwork après. Ok. Mais ça veut dire que vous étiez resté en contact. C'était une manière de rester en contact ou non, il avait déjà travaillé sur le truc et puis pour le coup, vous l'avez utilisé. Pour les 3/4 des membres en fait qu'on a eu et avec qui on a pu jouer, pour les 3/4, on est resté en très très bon terme en fait. C'est juste que nos chemins en fait se sont séparés. Encore une fois, je t'ai dit pour des non, mais c'est pour des désaccords quoi. C'est plutôt cool quand même parce que c'est vrai qu'on a déjà rencontré des personnes, les séparations laissent des traces et c'est pas toujours aussi simple. Ce premier album, il n'a pas forcément eu le retour critique que vous attendiez. On reçoit ça comment, surtout quand on prend 10 ans comme ça à peaufiner un premier album, c'est un premier album, et les retours critiques, elles sont pas forcément là. Il y a eu du. Est-ce que là déjà, on n'a pas envie de dire. Non, ça nous a. Laisse tomber. Tu vois, avec des comment dire. Des choses comme le décès de Gabi ou ce genre de choses, en fait, on est resté soudés. Forcément, en fait, quand tu passes au-delà de ce genre d'événement, tout ce qui se passe après, je vais pas dire que c'est du pitcha, mais pas loin en fait quoi. Et là, pour nous, c'est notre vrai départ d'Arcania. Il y a le côté Arcania en juin, et puis de la région, et puis c'est tout en fait avec nos premières démos, le live, et puis. Mais en fait, là, on se construisait vraiment. Pour nous, le vrai départ, il est à partir de Sweet Angel Dust. Où là, on fait vraiment les choses pro. On va vraiment dans un vrai studio. On en avait fait avant, mais là, on met vraiment l'argent sur la table, on met toute l'énergie qu'il faut, artwork et ainsi de suite, pour avoir un vrai départ. Donc, ça fait partie aussi d'un premier album, entre guillemets, et d'un vrai départ. Donc, non, ça nous a juste donné les dents de continuer et puis de s'arracher encore plus. D'accord. 2014, second album, Dreams Are Dead. Beaucoup, moi. Et ça y est, le line-up est complet et stable. Ça joue beaucoup, la stabilité, quand on a un groupe. Ou au contraire, ça permet d'apporter des touches de nouveauté à chaque fois. Ça, c'est sûr et certain. Après, encore une fois, on a notre mode de fonctionnement. Et puis, les autres se greffent dessus. Mais en fait, la stabilité, on l'avait déjà à partir de Sweet Angel Dust. En fait, Nicolas Alberni, en fait, est parti parce que lui était de Bordeaux et il a intégré Gorod. Mais déjà sur cette période-là. Donc, en fait, Nico Bellec le remplaçait et faisait de la session quand lui était avec Gorod. Gorod jouait pas autant qu'il le faisait qu'ils le font maintenant. Mais en fait, il jouait déjà pas mal. Donc, en fait, Nico était notre guitariste de remplacement, guitariste de session, pendant que Nico Alberni était avec Gorod. Donc, en fait, la stabilité, on était déjà à 5, entre guillemets, quoi. Nico Alberni, en fait, a pris la décision définitive qu'il pouvait plus en 2012, mais là, c'était juste le fait d'officialiser que l'autre Nico jouait déjà avec nous. Oui, d'accord, ok. C'est vrai que... Excuse-moi. Et ça n'empêche pas que quand notre Nico actuel, Nico Bellec, en fait, ne peut pas jouer parce qu'il a des sessions, c'est Nico Alberni qui le remplace quand il est dispo. Donc, tu vois... D'accord, ouais, ok. C'est la grande partouze, quoi, en fait. T'imagines? Même pas. Non, je veux pas imaginer. Après les marrons, je veux pas imaginer. Non. Mais pour vous, ça y est, vous êtes stable, le line-up va durer un long moment pour vous? Ouais, c'est bon. Là, tu vois, ça fait déjà depuis 2012, hein, donc ça fait déjà 13 ans en fait qu'on pour vous, ça y est. Alors, oui et non, parce que Nico joue beaucoup de son côté aussi. Il a pas mal de projets à côté, donc et puis Nico Alberni avec Gorod, ça joue. J'en parle même pas. Il a intégré Aldebert, le Heldebert, là c'est le guitariste de Heldebert. Donc, est-ce qu'il va falloir rajouter une troisième personne pour la partouze?
Je sais pas où est-ce qu'on en est, quoi. Attention. Sur teasing. Vous faites des castings? On verra. Quelles évolutions vous avez apportées par rapport au précédent album? Euh, Il y a de la maturité, forcément. mhm. Dans notre jeu, moi, je t'avouerais que d'un point de vue composition, on a essayé de privilégier un peu plus les refrains. Un refrain à chanter. Mhm. Des trucs qui revenaient un peu plus régulièrement que des morceaux alambiqués comme on peut avoir sur Dreams Are Dead. Même si les structures le sont toujours un petit peu, en fait, qu'il y a un refrain un peu plus accrocheur qui vienne. Des formats un peu plus courts. Ne plus avoir que des morceaux qui font 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Et essayer d'en avoir, en fait, qui sont sur du 2-3 minutes. Et puis, je pense qu'on s'est tous laissé un peu plus la place. Avec la technicité, en fait, ou l'évolution de notre instrument qu'on a pu avoir là ces 10 dernières années, moi je me suis vraiment fait plaisir sur celui-ci. Je m'amuse vraiment bien sur des mélodies, et puis j'ai essayé d'intégrer plein d'influences que j'ai, parce que je joue pas que du métal non plus. Et j'ai essayé Alors, tu joues de quoi d'autre, du coup? En fait, je suis prof de basse. Donc, en fait, je kiffe jouer et de la funk, et du blues, et de la soul. Je joue vraiment plein de choses différentes. Ce qui, en fait, ce qui permet aussi de comprendre pourquoi il y a beaucoup de grooves. Ouais, après, les grooves de base sont déjà un peu là. Après, moi, si je peux le rajouter à la base, et puis à la basse. Et puis, apporter une touche là-dessus, faire plus d'accords, plus de mélodie, tapping, slap. Je me suis vraiment fait plaisir sur celui-ci, quoi. Après, je peux pas parler à la place des autres, mais oui, aussi. Je pense que c'est ça. Déjà, rien que le fait qu'il y ait un peu plus de réflexion de refrains et puis des morceaux un peu plus courts. Vos albums ont été, en tout cas pour plusieurs d'entre eux, enregistrés tout là-haut, dans le nord de l'Europe, si je ne me trompe pas. Dome Studio, non? Alors, Encore une fake news? Non, Dome Studio, mais le Dome Studio, ils sont de chez nous, hein, ils sont d'Angers. Ils sont d'Angers? Ouais. Ah merde, moi il me semblait qu'on m'avait dit que c'était Suède ou Norvège. Non, en fait, on a Dome Studio, ils sont bien d'ici. Donc les 3 albums ont été enregistrés ici. C'est juste de mémoire le premier qu'on avait fait mixer et masteriser en Norvège par Peter Betou. C'est ça. Qui faisait Darkane, qui faisait tout le death mellow justement. Mais en fait, du coup, ce que je voulais dire, c'est que justement ce choix, que ce soit le Dome Studio, que ce soit d'envoyer le mastering ou tout ça en Norvège, est-ce que là aussi vous cherchiez un son, un grain bien particulier? Une manière de travailler plutôt. Oui, un son bien particulier. Tu vois, juste après en 2006, en fait, on a été enregistré chez les copains de Gorod. C'est comme ça qu'on s'est connus en 2005. On a été enregistré un EP là-bas, en fait, qui a été une première ébauche de Sweet Angel Dust. Il y a une manière de faire, il y a un son aussi. On a déjà bossé ensemble depuis. Mais Dome Studio, pour nous, c'est peut-être un des meilleurs studios de métal français, en fait. Et on a ça juste à côté. Donc, c'est plus évident d'avoir un studio de fou à 20 minutes de la maison, et en fait, on peut prendre le temps qu'on veut et surtout l'étaler, parce qu'en fait, nos sessions, on prend le temps de les étaler pour vraiment bien bosser. Ah oui, 10 ans à chaque fois. Ah ouais, attends. Je peux pas, j'ai rendez-vous chez Mémé, alors on peut faire ça la semaine prochaine. Mais non, la Bordeaux Mémé, hein. Ouais, la Bordeaux Mémé, c'est sûr. Surtout qu'on aurait fait du poney, quoi. Mais c'est le fait d'avoir ça à côté de la maison, c'est juste une aubaine. Donc ça évitait justement de se taper des sessions extrêmement courtes en rush, qui étaient dans l'Est, dans le Nord ou à l'étranger, quoi. D'accord. Ouais, je regarde, c'est dans le 49. Ouais, danger, ouais, d'accord. Je ne savais pas, tu vois, je ne connaissais pas. Ok. Donc, confinement, il y a un titre que vous sortez, Lockdown. Il y a quelques singles, là, on en a un petit peu parlé. Et puis, tadam,
c'est le moment de parler de votre dernière sortie, donc l'album qui est sorti, je crois, en septembre dernier. Ouais, octobre. Octobre. Ah, décidément, je suis pas bonne aujourd'hui, j'aurais dû mieux vérifier. On brouille les pistes. On brouille. Ah, c'est pas bien, c'est pas gentil. Vous êtes pas sympa avec Mémé. Donc, Lost Generation. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin et de laisser un petit peu la parole à Francis, parce que je la trosse un petit peu, moi, la parole, je voulais savoir pourquoi ce titre. Et c'est là où je suis partie, mais alors dans une élucubration, et j'ai cru comprendre que je pense que je me suis un petit peu perdue dans les méandres de mes élucubrations, puisque tu as déjà un petit peu répondu à ça tout à l'heure. Voilà. Lost Generation, est-ce qu'il y a un lien avec l'époque dite de la génération perdue, c'est-à-dire celle des adultes de la Première Guerre mondiale et notamment du milieu artistique affilié, Hemingway, Owen, Fitzgerald, Eliot, James Joyce et compagnie, c'est-à-dire des écrivains et des poètes qui sont devenus majeurs pendant la Première Guerre mondiale et qui ont exprimé leur fond de sentiment de perte, de colère et de désillusion. Et d'ailleurs, je trouvais que justement, le titre d'entame, après, effectivement, quand on est parti sur quelque chose, on va chercher les choses pour dire « Ah mais oui, mais justement !» Et justement, je trouvais que dans le titre d'entame, la batterie qui est très présente, elle est quasi martiale sur le titre d'ouverture, pourrait y faire penser. Est-ce que... du coup, je me suis complètement égarée puisque tu as répondu tout à l'heure, il n'y a pas de concept album, c'est pas du tout là-dessus. Concept album, non. Alors, t'es parti un peu loin. Non, on est plus sur la génération perdue actuelle, sur le changement qu'on est en train de voir, sur les nouvelles générations, sur la nouvelle technologie, et que il commence à y avoir vraiment un gap entre nous, ce qu'on a connu avant, et à ceux qui sont nés dans les années 2000 justement, et qui on parle des enfants rois, justement, c'est un peu le thème de la pochette aussi, en fait. C'était pas le cas avant, quoi. Donc non, il n'y a pas Hemingway ni James Joyce là-dedans. Moi, je trouvais ça joli. Je trouvais qu'il y avait en plus cette batterie qui était là. Enfin, voilà. Le côté martial, on peut le reconnaître, en fait, dans le thème actuel, en fait. Oui, complètement. Après, ça fait le parallèle avec justement le thème actuel. Et en plus, quand on voit que ce titre, Lost Generation, il navigue entre une rythmique assez martiale et puis des riffs après qui giflent et un chant qui est tout à la fois mélodique et écorché, voilà, je trouvais que ça allait très très bien. Et d'ailleurs, comme titre d'entame, c'est une ambiance un peu plombante. Enfin, je le trouve très beau, hein, attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est pas un pari un peu risqué de faire une entame avec un truc on sent une ambiance qui est un peu désabusée. C'est marrant, j'avais vraiment ce terme de désabusé. Je voulais aller chercher la génération X, la génération je sais plus quoi, enfin, génération désabusée, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Mais tu regardes, on l'avait déjà un petit peu avec Dreams Are Dead. T'en parlais tout à l'heure avec les claques qu'on a pu se prendre avec Sweet Angel Dust, où justement on avait nos rêves de gamin, et puis en fait on s'est confronté en fait au monde actuel du business. De la musique en règle générale, j'allais dire métal, mais en fait c'est la même chose dans quasiment tous les styles de la musique, de musique. Mais en fait, Dreams Are Dead, justement, c'était les rêves perdus de ce qu'on avait pu subir ou avoir juste avant. Alors que là, on est toujours un petit peu dans ce côté un peu mélancolique et désabusé, quoi. Mais tu vois, je vais faire juste une toute petite parenthèse avant de laisser la parole à Francis, mais c'est assez amusant parce que quand tu parles de ça, de dire que Dreams Are Dead, c'est parce que voilà, vous étiez confrontés vous aviez des rêves et puis le fait de voir la réalité de la chose, moi je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire que mes études étaient des études de musicienne, le conservatoire, enfin, plus dans un milieu classique de la chose. Et en fait, de me confronter justement au fait de devoir bosser de manière, par exemple, 2 notes pour dire qu'elles soient, pendant 1 heure pour dire qu'elles soient parfaites, et puis les coups de couteau dans le dos parce que des flûtistes, t'en as pas des 1000 et des 100 dans un orchestre. Et moi, ça a fait l'effet inverse, si tu veux. Donc, je suis assez admirative de cette résilience que tu as, de ce côté un petit peu phénix, quand moi, tu vois, j'ai fait
non, stop, j'en veux plus. Ça fait 30 ans, 40 ans que j'ai plus posé mes lèvres sur une flûte parce que ça m'a dégoûté. Et c'est vrai que parfois ça me manque. Mais c'est pas pour rien que voilà, je change. Et puis je suis venue ici dans tout ce qui est chronique. Enfin voilà, je mets mes oreilles à profit. Mais moi, j'ai été dégoûtée justement de ce milieu. Et le fait d'être confronté entre tes rêves d'enfant où tu veux être musicien et tu fais tes études, tu fais putain, j'ai de la chance quand même de faire ces études. Et en fait, plus tu les fais, plus tu fais. Ça, quel milieu puant. Ben, Classique est dur aussi. On a des milieux qui sont durs. Après, chaque milieu a son côté négatif est assez noir et puis son côté bénéfique. Mais comparé à ce que tu as pu vivre, moi je le vois avec le taf et puis j'ai pas du tout le même discours que mes collègues qui sont très classiques et qui ont une formation classique. L'avantage par rapport au groupe, par rapport à Arcania, ou notre milieu, euh, on est peu, tu vois, on est 4 dans un groupe. Donc en fait, on est une bande de potes on est de cette nature-là à se tirer vers le haut, ou essayer de se tirer vers le haut malgré tout. Quand tu es tout seul dans un milieu de classique et que vous êtes beaucoup dans un orchestre et puis c'est à chacun sa place et c'est extrêmement dur, c'est pas du tout le même sentiment non plus, quoi. ouais. Ouais. Mais en tout cas, chapeau. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup cette façon de voir et puis qui reste toujours positive et résiliente. Putain, c'est le mot à la mode, ça. Ah bah, je la résilience. Tiens, c'est peut-être le prochain album. Le nom du prochain album. Ouf, Dédicace. allez, On te laisse. Allez, c'est bon. qu'est-ce dédié à mémé. Carrément. Non, après, c'est dur, mais c'est comme pour tout, en fait. Après, la résilience, elle émane peut-être aussi du fait que c'est sur 25 ans. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu des gaps, il y a eu des creux, parce que euh, tout ça, ça prend du temps, et quand ça marche pas, ça prend encore plus de temps, quoi. Et tu as des baisses de motivation, donc quand tu fais, t'as envie, t'as moins envie en fait de donner toute l'énergie que tu veux pour essayer de faire avancer les choses parce que t'en as marre en fait, quoi. Euh, Ça arrivera plus tard, mais du coup on ne clôture pas le chapitre tant que on n'a pas réussi à faire quelque chose d'intéressant, quoi. Ok. Alors moi, je vais revenir plus en profondeur sur des titres. C'était la déformation d'un vieux chroniqueur. Je vais te parler de plusieurs titres, mais de plusieurs choses. Par exemple, That Will Remain. Il se veut plus lent, ou alors du moins pas plus lent, non. On va dire moins agressif. C'est un choix assumé que d'une telle démonstration de douceur. Alors oui et non, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait on essaye d'avoir quelque chose de varié qui nous ressemble, mais en fait quelque chose de varié. Et là, la base de ça, c'est la mélodie. Donc en fait, on le fait évoluer avec des trucs qui sont un peu plus, qui envoient un peu plus dans ce morceau, mais la mélodie en fait va primer, quoi. Tadam, dadam, dadam, dadam. Et ça va être le leitmotiv en fait du morceau, quoi. Et on va le faire évoluer autour de ça. D'accord, tu vois, Pack of Lies, lui déboule façon vraiment mitrailleuse Gatling. Par contre, vous avez votre patte, il y a déjà la patte Arcania, hein, c'est cette douceur, cette mélodie. Et cette identité, elle se trouve notamment dans la voix, cette voix claire, mélancolique, euh, qui, dans l'équipe, on va dire, adoucit un peu ses compos. Je sais pas si on les adoucit. Alors de toute manière, je vais te dire Cyril parce que c'est lui qui en fait euh, fait Pack vraiment en of, fait Pack office, of quoi. Light, il est vraiment adouci, hein, parce que vraiment, il déboule, mais je te dis à fond, façon mitrailleuse. Et là, tu as cette voix claire que les plus anciens pourraient huer, enfin, pourraient. Scandale, une voix claire dans du thrash metal. Mélodique, ce qui plus est. Ouais. En fait, on aime bien les contrastes. Et quoi qu'il Mhm. arrive, justement, encore une fois, je reviens sur la mélodie, mais en fait, si tu as un côté mélodique, tu auras un côté violent dans l'autre sens. Et quoi qu'il arrive, tu auras toujours une mélodie, un élément qui fera une mélodie. Alors, c'est fait sciemment ou inconsciemment, hein, mais tu vois, si tu as un truc dans Pack of Life, je pense que c'est un des morceaux les plus rapides de l'album, qui tabasse le plus.
justement, on a ce contraste avec la voix qui, elle, adoucit un peu le truc. Alors, c'est pas le but d'adoucir, mais c'est de créer ce contraste. Un contraste. Ouais, d'accord. Ouais, mais regarde, en fait, je trouve que globalement, et je pensais même que c'était peut-être une patte du studio ou du mastering, enfin, ou une volonté, mais en tout cas sur cet album, mais même déjà sur les autres, et quand on parle de la batterie, d'ailleurs, le jeu du batteur qui est, voilà, qui est quand même à souligner, mais moi, ce qui me dérange beaucoup quand j'écoute du métal, c'est que parfois la batterie est mixée en avant. Et si c'est pas toute la batterie, ben ça va être la caisse claire et ça va être la cymbale. Et j'entends tching, 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 et puis ça me résonne comme ça dans les oreilles. Ici, on entend la vélocité, on entend la double pédale et tout ça, on voit bien, on l'entend, on sent bien qu'il y a une forme d'agressivité, mais en fait, c'est une agressivité qui est c'est une main de fer dans un gant de velours. Et moi, je trouve ça, mais alors, terriblement agréable. Voilà, je me sens pas agressée, en fait. Mais en même temps, je ressens le côté écorché de la voix, je ressens justement ce jeu de batterie qui parfois va très très vite, ce que vous voulez. Mais en même temps, il n'y a rien qui m'agresse les oreilles, en fait. Ça reste dans une forme de douceur, mais qui justement, je trouve que c'est aussi votre patte. On ne le trouve pas ailleurs. Tout à Moi, fait. j'apprécie ça vraiment beaucoup. Comme cette basse maïdénienne, par moment, c'est vraiment une basse maïdénienne, mais elle est là, rythme, elle est présente, elle gronde, mais elle prendra pas le dessus. Vous avez vraiment un équilibre parfait. Hein. On essaye. Il y a 2 réponses à ça. D'une part, ouais, clairement, c'est le studio dans lequel on enregistre. David, il a une patte, il a en fait une connaissance de son matériel et du son et du rendu qu'il veut avoir pour avoir un équilibre cohérent entre tous, qui est extrêmement bien fait. Et c'est ça qui est génial de bosser avec lui parce que je vais pas dire qu'on arrive à poil, mais quand on arrive là-bas, on sait qu'on va pas s'en prendre plein la gueule, mais que ça va être recta et il sait où il veut nous emmener. Il y a un autre aspect, en fait, pour Olivier, le batteur, on est tous fans de old school. Le son moderne, notamment de la batterie, en fait, est ce qu'on appelle trigué, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs et en fait qui est retravaillé en studio derrière. Olivier, un vieux de la vieille, qui aime ça et en fait qui tape extrêmement fort pour justement ne pas avoir à compenser avec le côté il veut le côté organique en fait de sa batterie et pas avoir à compenser avec le côté ordinateur et j'ai pas le mot, je sais pas, ça va me revenir. Mais en fait, justement, c'est ça qui fait que on a un son qui est un sentiment qui est agressif à la Dave Lombardo en fait, si tu veux. On a ce côté organique qui est extrêmement puissant, extrêmement violent, mais qui n'est pas dans ses fréquences en fait compensé par quelque chose qui aura été rajouté par du trig ou au concert. Ouais, du synthétique, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Par contre, du coup, en concert, ça risque d'être légèrement différent dans le rendu, en live. Plus ou moins, parce qu'il tape aussi fort. Mais tu suis toujours devant moi quand je fais les photos. Dans les petits lieux, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Note à moi-même, pense à prendre tes bouchons. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais il y a aussi ce côté où le fait d'enregistrer chez David de Home Studio, encore une fois, cet équilibre, ce savant équilibre qu'il arrive à faire est juste génial, qui est un peu en dehors du mixage actuel, où comme tu l'as dit, en fait, on va foutre la batterie en avant parce que vous avez vu, notre batteur il va super vite, et puis on entend quasiment que ça, la voix, les riffs, en fait, mais c'est aussi dans l'air du temps en fait de la composition moderne où en fait les riffs de guitare passent sont limite mis de côté ou passent en second plan comparé à la technicité de ce qui peut être fait. Et c'est pas ce qu'on aime, c'est qu'on aime avoir du riff, on aime avoir des mélodies et en fait on a envie qu'elles soient mises en avant et pas au détriment juste du jeu technique de l'un de nous en fait quoi. Et ça s'entend d'ailleurs sur certains solos de guitare, c'est-à-dire que oui, il y en a où ça tricote et ça va vraiment très 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 vite, mais
globalement, on entend le solo et on se dit, putain, c'est super agréable parce qu'en fait, on sent qu'il n'essaie pas d'en foutre partout et d'en mettre plein la tronche. Ça hurle pas non plus, comme on peut l'entendre dans beaucoup de groupes de trash. Hein. Ça hurle pas. Tout reste vraiment bien. Ouais, c'est cocon, c'est d'une douceur. Et en fait, tout va bien, même avec cette pochette. Enfin, voilà, on reste. En fait, c'est un trash metal, mais c'est pas un trash metal hurlant. C'est un trash metal, comme on dit, oui, effectivement, mélodique, mais du coup, qui reste dans une forme de douceur et qui t'englobe et qui vient te chercher. Et tu fais, ah putain, il y a de la vélocité, il y a de la technique, il y a de la maîtrise. Bon, effectivement, je te parle pas de ton jeu de basse qui est une pépite. Hein. Moi, j'écoute ça et puis je fais, c'est beau. mais, mais ça, mis à part, enfin, tu vois, c'est vraiment le côté, c'est un paquet cadeau, quoi. Oui, c'est vrai, dans vos solos, moi, j'y entends du old school, mais j'entends aussi beaucoup de modernité. C'est-à-dire, ouais, j'entends vraiment les deux branches, un peu comme si Jeff Hanneman tombait amoureux, tu vois. C'est un truc hyper puissant, mais en même temps retenu. C'est vrai qu'il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de branlette de manche. Vous avez vraiment des solos extraordinaires. Ah bah, merci beaucoup. Il y a aussi ce côté des vieilles influences. Fan de Pantera, Nicole Lay aussi. Et en fait, c'est ça ce qu'on adore avec les solos de Dimebag, c'est qu'ils sont très chantants. Fan des Guns, qui écoutent tous les solos de Slash, ils sont très chantants aussi, en fait. Encore une fois, je reviens sur le côté mélodique. Il y a certains morceaux, en fait, qui peuvent être juste du rentre-dedans, et puis bas de plafond, on y va, et puis en tout, les solos en font partie. De toute façon, il faut que les solos et les mélodies, en fait, elles soient en adéquation, en fait, avec ce côté très violent de certains morceaux, mais il faut que ça soit chantant. Et ce côté Dimebag-esque, je sais pas si on pourrait le dire, panthéresque en tout cas, on essaye de le garder malgré tout. Alors, on sonne pas comme du Pantera, hein, mais en fait, c'est un peu l'état d'esprit d'avoir ce côté un peu groovy et chantant, comme du Slash et Dimebag ou consort, quoi. Ok, ouais. Alors, tu sais, je vais en finir avec les titres. Hein. Alors, je vais pas spoiler l'album, et pour les auditeurs des Memento Mori qui n'auraient pas écouté l'album encore, je vais te parler de ce putain de dernier. Le petit tac qui est là au passage, c'est pas bien. Dire, tiens, du coup, il me donne envie de l'écouter. Ce dernier titre, Now the Sun Won't Shine, l'orchestration, les chœurs, la mélodie, mais ça m'a filé des frissons. Mais en vrai, hein, c'est pas je dis tiens, j'ai des frissons. Non, en vrai, j'ai eu des frissons. Alors c'est rare qu'un chroniqueur, en principe, moi, je dois avoir les mots pour t'expliquer ce titre, mais là, je voudrais l'inverser. Je voudrais que ce soit toi qui m'en parles de ce titre. Le côté chœur, et on voulait un morceau qui puisse aller en live. On a déjà des morceaux comme ça sur les précédents. On en a au moins un par album. On a tous, et parmi influences aussi, on a toujours été fan des Pink Floyd. Attenborough Mother, par exemple, justement avec ce côté d'orchestre qui est juste monstrueux. Et on voulait, encore une fois, un contraste, avoir ce côté très mélodique avec les chœurs et le côté ultra trash et bourrin qu'on peut avoir au milieu du morceau, quoi. Ouais, c'est ça. Et avoir ce contraste, en fait, là, avoir un trash progressif, et avoir ce truc qui évolue, qui redescend et qui remonte, et le faire de manière cohérente, encore une fois, quoi. Tu parlais de leitmotiv tout à l'heure. Là, il y en a encore un. J'avais noté le morceau là quelque part. Je m'en rappelle plus, mais c'est pas Turn to It. Ouais, c'est ça. Ouais, Turn to It. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous aimez bien justement ces petits riffs là comme ça qui reviennent, qui sont un petit peu comme une litanie. Enfin, le mot exact est le leitmotiv, et puis qui tourne, et puis tu fais putain, hein, il me reste en tête. Merci Arcania. Parce que c'est quand même assez. Alors, Turn to It, bon, là, on sent vraiment le truc qui revient. Enfin, voilà. Là, on sent le côté un peu litanique qui est là. Mais globalement, et c'est pas la première fois, même sur les autres albums, on entend quand même souvent vos riffs ou vos mélodies qui reviennent et qui tournent et qui tournent et qui tournent. Et donc, en fait, vos morceaux, ils restent en tête. Est-ce que c'est quelque chose qui est calculé? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait.
si un riff ou une mélodie en fait qu'il avait en tête lui est pas resté sur 1 ou 2 jours, c'est que c'est pas un bon riff ou que c'est pas une bonne mélodie. Donc en fait, le but du jeu, c'est que ça reste en tête. Et c'est marrant parce que on n'est pas tous égaux par rapport à ça parce qu'on ne, moi le premier, hein, on parle pas des mêmes morceaux qui restent en tête. Mais c'est vraiment Ah ouais. propre à chacun. Ça, c'est clair, quoi. Ouais, ouais. Et Faudrait il y a presque certains. faire un petit, Un tu quiz. vois, c'est ça, un petit documentaire. Alors toi, quel est le riff qui te reste en tête? Je garde l'idée. Un truc sur les réseaux sociaux. Quelle est Ouais, votre bah mélodie ouais. qui reste le plus. Ouais, ça peut être marrant. Ok. Bah oui, 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 et justement de voir, Hashtag mémé. chez chacun. Qu'est-ce dédié mémé? Quiz des musiques. Ok, carrément. Quiz des musiques. Carrément. Je note. Donc vous étiez souvent chez Great Den Records. Ah, j'ai un accent anglais de merde. Aujourd'hui, donc vous êtes chez Musical High. Vous avez un petit peu expliqué le pourquoi de ce choix, mais au final, pas de regret. Non, non, non. Là, on bosse en partenariat avec Jérôme et puis Musical High. C'est des copains, on se connaît depuis de longue date aussi, et ils font un taf de super en fait. On le sort en autoprod, autoproclamé autoprod, et puis en fait, ils nous filent un sacré coup de main. On fait d'autres choses aux États-Unis en même temps qui ouvrent quelques portes. Tu parlais de What Will Remain tout à l'heure. What Will Remain, le clip est passé sur MTV en décembre, là. Il est passé 2 fois sur MTV. Ah, cool. Ça, c'est carrément cool. Et puis, on vient de finir une campagne de radio aux États-Unis, là. On a fini numéro 3 du top 50 pendant plusieurs semaines. Radio métal et rock aux États-Unis. On était devant Dream Theater, Opes, machin, tout ça. Donc, l'album plaît en fait, quoi. L'album Bah oui. plaît de ouf, quoi. Ouais. Est-ce que vous allez être justement, si on parle tournée, concert, etc., est-ce que vous êtes appelé à aller aux États-Unis? Est-ce que vous avez des touches là-bas, pour le coup? Il y en a quelques-unes, mais tu vois, c'est ce que disait Zazou là. Il faut absolument qu'on ait du concret, un gros truc pour aller tourner là-bas, autrement ça servira à rien. Là, malheureusement, il est plus là, mais on essaye d'y travailler malgré tout et de voir s'il faut que ça soit rentable de toute manière, quoi. Donc, c'est toujours le souci et le nerf de la guerre, quoi. Bah, Là, cet ouais. album, vous allez le défendre là? Ouais, vous allez tourner? On essaye un petit peu, il n'y a pas grand chose qui tombe pour l'instant. C'est Pas grand-chose. un peu le truc qui est chiant pour l'instant. On y travaille sérieusement pour fin 2025 et 2026. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. C'est con, on aurait dû le faire maintenant, mais tu vois, ça s'est mal goupillé en fait en termes de calendrier, donc on est en train de travailler sur des trucs de fin 2025, début 2026. Ouais, dans la région Rhône-Alpes, ce serait sympa. Eh bah, Eh. avec plaisir. Avec plaisir. Non, mais d'abord, ils viennent dans le Finistère. C'est vrai. D'ailleurs, Guillaume, je sais que tu as quelques potes qui sont ici sur Brest, dans le coin. Est-ce que ça fout les chocottes tu vois, de venir comme ça devant les potes jouer, ou non, c'est plus un grand kiff et C'est plus un grand kiff en fait. Je vais voir les copains et puis je revois. C'est aussi, ça permet aussi en fait de revoir les gens que t'as pas vus depuis une éternité et puis passer une pure soirée. Non, le fait de jouer maintenant en live, j'aime tellement ça que j'ai pas d'appréhension en fait, quoi. J'ai plus d'appréhension. Je dis pas que ça arrive pas. La dernière fois, toi, je me faisais la remarque quand j'ai dépanné les copains de Moonrise pour le motoculteur. ouais. On s'était fait juste une répète la veille et c'est tout en fait, quoi. Donc j'arrive sur un truc, il m'avait appelé une semaine et demie avant. Tu peux assurer le set. J'ai appris le set en une semaine et demie. Et au final, je flippais un petit peu avant parce que c'est pas mon groupe, donc c'est des morceaux que je maîtrise pas. Puis au final, en étant dessus, j'étais à Ouais, la maison, quoi. et ben on s'est rencontrés très peu de temps après, puisque j'avais fait les photos, et puis enfin voilà, on a vu qu'on avait des personnes, des connaissances en commun, pardon, des connaissances communes. Mais ce que je t'ai dit, en fait, c'est que j'avais été assez impressionnée par ce set de Moonreich, qui était au Motocultor, en milieu de journée. Ouais, milieu d'après-midi, c'est 15-16 heures. Mais enfin, il faisait quand même assez clair, dehors,
donc c'était pas sous les tentes. Il faisait super chaud. Enfin, en gros, il n'y avait rien pour que ça fonctionne. Et ça a été un pur plaisir. Je revois Moonrise un mois après. C'était bien. Il y avait aucun souci là-dessus. Je peux pas dire que c'était pas bon le set au Muscadès. Mais moi, je suis pas rentrée dedans. Et j'ai vraiment essayé, ça je te l'ai dit. Et c'est pas parce que du coup on s'est croisés, mais ce que je t'ai dit, c'est que je me suis posé la question de me dire, mais putain, là, je suis en intérieur. Donc, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que, en plus, dans une soirée plutôt black, etc., je dis, toutes les conditions sont réunies. Pourquoi je ne rentre pas dans le set? Et en fait, je me suis dit, ben si. Quand j'ai fait le shooting au Mocultor, j'étais beaucoup à te prendre toi en photo. Bon, pas que, il y avait le chanteur aussi, et puis les autres, parce que c'est le jeu, mais parce que tu étais là et tu étais vachement présent. Et ce côté d'être vachement présent a fait que, effectivement, ça a rajouté vraiment quelque chose d'énorme, de monumental. Et donc, tu as ça dans ce jeu, et je serais très heureuse, je serais contente de vous voir ici à Brest, et qui plus est dans ton groupe, qui toi te tient à cœur depuis du coup que tu as 17 ans, voire même 13 ans. Et je pense que là, même chose. Tu vois, quand tu es sur scène, tu exposes et il y a un jeu avec le public. Et il n'y a rien de plus, en tout cas pour moi, quand je suis en concert, il n'y a rien de plus important que ce qui se passe entre le public et le groupe. Ça ne veut pas dire qu'il faille en faire des tonnes, c'est pas ça. Hein, mais il doit y avoir quelque chose qui se passe à un moment donné avec le public. Et si ça ne se passe pas, moi, je ne rentre pas dedans. Ouais. Ça, tu vois, ça doit être le propre des bassistes, parce que je photographie depuis quelques années déjà, et les photos dont j'ai le plus, c'est des photos de bassistes. Les mecs, c'est des poseurs. Hein? Non, mais j'adore photographier les bassistes. Et ouais, votre présence sur scène ouais, on dit qu'un bassiste, ça sert à rien. Alors là, non. Ah, Déjà, au moins, pour les photos. Écoutez écoutez cet album. Et vous verrez que déjà, c'est faux. Et puis sur scène, non, vous êtes, vous avez une présence remarquable. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Vas-y. Non, c'était juste pour abonder dans le sens, c'est que en ce moment, je focalise sur un truc, c'est sur les mains des bassistes, surtout quand ils sont au doigt. Oui. Alors ceux qui sont au Mediator, ça le fait pas, mais ceux qui sont au doigt, en fait, ils ont une position de main et puis une manière de jouer. C'est limite sensuel, je suis d'accord. Mais par rapport aux guitaristes, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, cette position de main, je trouve ça. Ouais, c'est ça. Et comme je disais là, il n'y a pas très longtemps, je sais plus avec qui, je dis, mais je pense que je vais faire une collecte de photos de mains de bassistes, mais au doigt. Parce que ceux qui sont. Non, là, il y en avait au concert dernier, là, il y en avait qui étaient au Mediator. J'avais juste envie de leur dire, mais pourquoi vous êtes au Mediator? Les basses fretless aussi, ça, c'est un régal. Ah, ouais. Alors, je vais te décevoir, moi je joue beaucoup au Mediator. Pas bien. Alors, c'est une question de son, parce que je joue pas mal au doigt, et justement pour les différentes ambiances d'Arcania, j'oscille entre tout ça en fait. C'est que toutes les parties qui vont être mélodiques, et en fait qui vont avoir besoin d'un groove et d'un son en fait assez rond, en fait je vais le jouer au doigt pour avoir ce son un peu chaleureux. Ah oui, voilà. Au doigt. Mais en fait, pour les parties qui sont speed et qui ont besoin en fait de, je dis pas que les bassistes qui jouent au doigt ne l'ont pas, mais en fait moi c'est mon avis, du moins pour mon jeu, d'avoir un son plus punchy et plus précis dans le son, hein, parce que je dis pas qu'ils ne le sont pas au doigt, mais en fait toutes les parties qui sont speed et tout ça, je les suis au Mediator histoire d'avoir ce côté, ce contraste encore une fois de violence ou de côté un peu suave et tout ça quoi. Oui, et quand tu seras avec ton Mediator, je te prendrai pas en photo. Voilà. Ouais, mais du coup, pour osciller entre les différentes parties, je suis obligé de mettre le Mediator dans la bouche. Donc en fait, tu m'auras au doigt avec un truc rose qui sort de. Ah bah cool, ah bah bravo.
Pourquoi tu fais pas comme les guitaristes, tu sais, de mettre tous les médiators là, sur un machin Ah oui, mais ça c'est au cas où il tombe. Mais c'est vrai, il les récupère entre les morceaux. Moi, c'est d'une partie à une autre, donc j'ai une fraction de seconde pour passer de l'un à l'autre, quoi. Bah, faut que tu fasses tout au doigt, hein, et puis c'est tout. Hein. Là, tu viens d'expliquer. Ouais. Alors, juste pour la petite anecdote, hein, qui n'a strictement rien à voir, mais je souriais cet après-midi. J'habite à côté d'un stade de foot. Brest étant quand même, voilà, en Ligue 1. Je râle parce que quand il y a foot, déjà, j'entends tout, parce que c'est vraiment là à 200 mètres. En plus, je peux plus bouger la voiture, donc sinon, j'ai plus de place pour me garer. Et aujourd'hui, il y avait qui? Il y avait Angers. Ils ont fait quoi, du coup? Ils ont perdu. 2-0 C'est vrai? pour Brest. Ouais. Ah bah oui, regarde, j'ai été chercher Arbitrage maison. pour pouvoir dire. Arbitrage maison direct. Tu regardes, tu suis un petit peu le foot? Pas trop la Ligue 1, mais en fait, les autres championnats, Ligue des Champions aussi, ouais, pas mal. Je suis très fan de basket, NBA, ça je suis d'autant plus, mais un peu le foot, ouais. Donc on a encore un petit peu de temps quand on est comme ça, vraiment le nez plongé dans la musique, puisque c'est ton métier, tu es prof de basse, enfin voilà, les différents groupes, les concerts, les enregistrements, etc. On a du temps pour faire d'autres choses. Ouais, je suis hyper actif. Je fais pas mal de sport. Je fais Enfin, mais donne ta recette, hein. Je joue notamment au SCO, je fais du foot en salle au SCO. Et je fais du basket à côté. D'accord. Moi, je pratique le lever de coude. Ça n'empêche pas parce que plus tu fais de sport et plus il y a de troisième mi-temps. Alors là, Oui, il faut s'hydrater. très important, très très important. Bon, il est 1h, enfin ça fait 1h17 que l'on discute. On sait que Francis a des impératifs juste derrière. Il est largement temps de te remercier pour ce super moment qu'on a passé ensemble. Mais avant toute chose, chez Memento Mori Webzine, on a une petite tradition. Memento Mori. Souviens-toi que tu es mortel, que tu es en train de mourir et donc qu'il faut vivre. Donc souviens-toi de vivre. Tu me suis jusque-là? Ouais, ok. Si tu as un conseil Memento Mori à donner, ce serait lequel? Pas se laisser de barrière. C'est ce qu'on abordait juste avant. En fait, c'est juste, on va dire, la fatigue et puis les barrières perso qu'on se met pour pouvoir faire 10 millions de choses. Et en faire un maximum qu'on peut pour vivre. Et ne rien regretter. Et ne rien regretter. C'est vrai, on l'a eu. Je pense qu'on l'a eu un petit peu justement avec le décès de Gabi, où en fait on s'est dit bah voilà, on va le faire pour plusieurs, quoi. On était jeunes et puis on va en faire 200% pour faire tout. Et je me fous zéro barrière de faire ce qui me plaît, de jouer. Arcania est la priorité, mais jouer autant que je peux dans n'importe quel style. J'ai fait du hip-hop, j'ai fait du blues, j'ai fait de la soul, j'ai fait plein de trucs. Ça me faisait plaisir, ça me nourrissait moi en tant que musicien, mais faire plein de sports et tout ça, je m'intéresse beaucoup au cinéma, je m'intéresse pas mal de choses, et puis j'essaye d'en faire un maximum. Je suis fatigué, mais j'aime ça. En fait, c'est d'avoir 48 heures dans une journée. Seulement. Exactement, c'est ça. Francis, je te laisse clôturer. Ouais, ben écoute, je vais peut-être me répéter, mais cette fois sans bafouiller. J'ai failli te dire tout à l'heure, on va refaire le début parce que vraiment j'ai bafouillé. Mais non, on va le laisser parce que c'était vraiment sous le coup de l'émotion. J'étais très, très ému et très heureux, ma chère consoeur, de te retrouver pour de vrai, vraiment, vraiment. Et Moi je aussi. me répète, je me répète, pour une première avec toi, de faire ce groupe magnifique, eh ben, j'en suis d'autant plus heureux. Voilà, vraiment, l'album est à tomber par terre. C'est bizarre que je l'ai pas eu à la chronique. Je vais voir ça, je vais réparer le truc parce que il faut vraiment qu'on en parle. Lost Generation est vraiment excellent. Et Arcania, vous avez de bons retours d'ailleurs. Ouais, ils sont unanimes en fait, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas.
J'ai pas vu de mauvaise critique en tout cas. Merci à vous. Et puis, Ça m'étonne. on peut corriger le truc, hein, si tu ne l'as pas eu à la chronique, tu me le dis, on en discute. Ben moi, j'ai Chris Grazette qui m'envoie tous les. Alors, je comprends pas. Je vais regarder. Peut-être qu'il est passé à l'as dans mes envois. J'en ai tellement. Mais je vais réparer ça. Avec plaisir. Bon, et nous, on se boit une bière le 4 octobre 4 au octobre, c'est ça. Destrofest. Ah, C'est ça. carrément. Avec Et plaisir. Et si je passe avant sur Brest, je te préviens. Oui, bah bien sûr, bah j'espère bien. Ah, si je te vois sur Brest et que tu me préviens pas, On va pas être d'accord. c'est ça, on pousse pas bébé dans les orties. Hein. Non, surtout pas. Bon, ben en tout cas, Merci à vous, merci en tout beaucoup cas. à tous et puis bah, on dit au revoir à tout le monde. Salut, salut. Merci Et à ciao. tous. Super.